Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. L'ex-patron de l'antidrogue d'Abidjan, condamné pour trafic de drogue. C'est une affaire banale qui avait commencé avec un agent arrêté avec un dealer plutôt interpellé, mais qui finalement a livré un gros secret. Le patron de la cellule antidrogue d'Abidjan serait lui-même derrière un autre réseau qui permettait d'abord de saisir des cargaisons de drogue et de détourner une partie pour un autre réseau. L'affaire a éclaté depuis juillet 2022. Finalement, la justice vient de livrer son verdict. Il est condamné à 5 ans de prison. L'affaire porte sur une saisie à la base en 2021 de 1,56 tonnes de cocaïne estimée à 25 milliards de francs CFA. Donc, selon la justice, 10 sacs, soit 220 kg, ont été subtilisés par le commandant Agbono et ses complices. C'est lui, en fait, le patron de la cellule anti-drogue d'Abidjan. Nous en parlons avec nos invités. C'est une affaire vraiment intéressante, disons-le comme cela. Eric Johnson, un patron d'une cellule qui doit lutter contre le trafic de drogue et qui finalement lui-même se retrouve dans des réseaux de trafic de drogue. D'abord, il fait son travail, il arrête, c'est les trafiquants, mais à la fin, c'est lui-même qui devient le trafiquant, Eric. Oui, c'est une affaire rocambolesque. Et il faut dire que tu as très bien introduit en disant que c'est une guerre de réseau. Une guerre de clans en réalité, et c'est toujours comme ça dans nos pays. Voyez-vous, si ce monsieur qu'on appelle communément Abou, ou bien c'est Abou, je crois, qui a été arrêté. Oui, Abou, il est le patron d'une unité anti-drogue. Non, là c'est le commandant Agbono. Agbono. Ouais. Ok. Et donc, Abou, c'est le dealer arrêté. Arrêté, voilà. Et donc, ce monsieur, il a à sa disposition toute une unité de la gendarmerie qu'il contrôle. Et donc, il a un budget autonome, il a une liberté d'action. C'est lui qui peut décider d'aller arrêter quelqu'un avec ou sans ordre de mission, parce que il y a toujours une urgence lorsqu'il s'agit de la drogue et des stupéfiants. Et donc ce monsieur, il se permettait tout et il arrivait quand même à arrêter des gens. En réalité, c'est des unités qui fonctionnent sur la base des indications que fournissent des indiques. Et donc, ce qui se passe le plus souvent, c'est surtout quand on dit on va aller détruire la drogue saisie. Mais personne n'est sur le terrain pour contrôler ce qui est détruit. Alors que le plus souvent, et c'est une affaire qui a eu cours également au Togo et au Bénin, et selon des informations. Et donc, ça a coûté quand même la vie à plusieurs commandants d'élite anti-drogue. Mais dans ce cas-là, il y a eu une arrestation et il y a eu une condamnation. Or, pourquoi l'État contrôle-t-il la vente de la drogue sur le territoire? Mais la drogue, comme on le dit, c'est un élément qui tue la population, qui tue une économie. Mais quelqu'un qui se permettait tout ça, on le condamne à 5 ans de prison. Je pense que Pour vous, la condamnation n'est pas à la hauteur du
du crime. Je dis c'est un crime. C'est un crime le fait de prendre la drogue saisie d'un réseau pour un autre réseau, pour alimenter un autre réseau. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Et on a appris dans un pays qu'à cause de cette guerre de clans-là, on a envoyé quelqu'un en exil. Et l'autre est devenu tout puissant. Et c'est des choses qui se passent comme ça, mais c'est regrettable pour nos pays. Et donc, finalement, je pense que même si ils ont tout le pouvoir, toute la latitude de faire ce qu'ils veulent en arrêtant les gens, en perquisitionnant comme ils veulent et tout, il faut avoir derrière tous ces gens-là un autre corps d'élite qui les surveille. Autrement dit, on sera toujours dans cette situation. Parce que, vous savez, l'homme étant ce qu'il est toujours insatiable, ils vont, bien qu'ils soient très bien payés, parce que c'est un corps qui est très bien payé, je disais tantôt qu'ils ont généralement un budget autonome. Et donc, mais on ne comprend pas pourquoi ils se permettent encore de faire eux-mêmes le trafic de cette drogue-là. C'est pourquoi on les a engagés. Et donc je me dis que cette décision de justice-là n'est pas à la hauteur du crime que ce monsieur-là commettait. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Adam Adjanour, un chef d'une cellule censé lutter contre le trafic de drogue, qui finalement se retrouve lui-même au cœur d'un réseau de redistribution de la marchandise saisie. Je pense que Eric parlait d'un crime. Moi, je parlerais plutôt d'un double crime. Puisque la drogue, par principe, lorsque vous êtes aperçu avec de la drogue, par principe, c'est un crime. Maintenant, vous êtes l'acteur qui doit défendre l'État contre, en tout cas, ces stupéfiants-là. Et vous avez actuellement dans des réseaux parallèles de trafic de drogue. Ça veut dire, en temps normal, c'est un double crime. Donc, naturellement, je pense que c'est, en tout cas, le monde entier, ceux qui suivent, pour la plupart du temps, les procès liés à ce genre de crimes-là, qui tombent des nuits. Puisque, justement, la condamnation n'est pas à la hauteur de l'acte posé. Et je pense que, est-ce que cette condamnation pourrait donc dissuader? Puisque de toute façon, même c'est vrai qu'on a des unités mixtes. Ailleurs, lorsque vous prenez pas dans le cas togolais, je pense lorsque vous prenez l'Octrib, l'équivalent de l'Octrib, c'est celui-là. Mais ici, c'est spécifiquement, je pense que c'est au port d'Abidjan. D'Abidjan. Mais ici, au niveau du Togo, c'est global. C'est une unité qui a compétence nationale. Mais lorsque on pourrait éventuellement aussi nommer, puisqu'on le dit souvent, on peut nommer des magistrats, donc des civils, à ce genre de postes. Mais ce qui est sûr, c'est que les corps habillés, les forces de l'ordre de sécurité sont beaucoup plus efficaces à ce genre de postes. Donc justement, on va toujours remplacer ce monsieur-là par un corps habillé. Est-ce que, parlant donc de cette sentence-là qui est annoncée 5 ans, est-ce que c'est à la hauteur de la dissuasion? Je n'y pense pas. Mais d'abord, je pense que cela révèle non seulement des failles liées à la structuration pour lutter contre ces stupéfiants-là. Et justement, c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire, lorsque vous prenez tous les gangs qui ont été donc arrêtés, puisque n'oubliez pas que l'Afrique de l'Ouest est considérée en Afrique, plus dans sa globalité, comme une plaque tournante du trafic de la drogue. Chaque pays, individuellement, a sa quote-part en ce qui concerne, en tout cas, la chaîne de ralliement d'un pays à un autre lié donc à ce trafic-là. Et justement, lorsqu'on prend ces pays-là, je pense que la Côte d'Ivoire occupe la dragée haute. Et chaque fois, vous verrez que la plupart des stupéfiants partent également de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, on appelle d'autres pays également de la côte ouest africaine. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est justement le regard qui est ouvert sur, en tout cas, les grands criminels qui sont aujourd'hui ceux-là même qui sont portés à la tête pour lutter contre ce trafic-là. Mais ce qui est important et qui devait donc attirer l'attention des autres États, parce que à partir du moment où c'est vous qui êtes arrêté, on se dit que voilà, c'est vous qui êtes aujourd'hui à la fin du monde entier, mais on sait que s'il y a un cas comme ça, parce qu'il y a des similitudes en ce qui concerne
en tout cas, ce genre d'unité dans pratiquement tous les pays. Et justement, c'est par, en tout cas, principe de coordination entre les pays qu'on arrive véritablement à couper le fil de ces trafiquants-là. Ça veut dire qu'il y a similitude également dans la fonctionnalité. Donc, justement, je pense que en attendant de pouvoir voir, puisqu'il y a eu condamnation, ça voudrait dire que la paille est en train d'être tournée au niveau de la Côte d'Ivoire, qui mettra en place d'autres dispositifs pour être beaucoup plus efficaces dans cette lutte-là. Mais au-delà de ça, que feront donc ces pays, les autres pays? Il y a le Ghana, le Togo, le Bénin, etc., où ça n'en manque pas, même si. Donc je pense que le même processus serait en cours dans les autres pays aussi. Je vous dis que ce sont des gens qui fonctionnent en synergie pour, soi-disant, couper le fil à ces trafiquants-là, qui, je le rappelle, cette année, la communauté internationale a trouvé que c'est l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous prenez l'Afrique dans sa globalité, qui est la principale plaque tournante du trafic de cocaïne dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas, en autarcie, un pays en autarcie, dire qu'il pourrait donc être efficace face à cette lutte-là. Donc, cette efficacité qu'on nous a toujours révélée, Eric le disait tantôt, lorsqu'on parle, en tout cas, de l'incinération, de cette drogue qu'on nous présente, etc., personne n'a vu parce qu'on ne déchire pas les trucs pour voir, voilà, c'est ça. Mais lorsque vous les arrêtez, il y a des gens qui sont donc accusés. Il y a en tout cas, le combien de kilos qui est mis en œuvre. Lorsque vous comptabilisez, il y a ça. Mais peut-être, ce qui est incinéré, il n'y a pas la totalité dedans, ou pratiquement il n'y en a pas. Donc justement, on peut je me dis de la farine. Mais bien évidemment, tout est possible. Mais, tout est possible. Et donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous les autres pays puissent tirer l'exemple de la Côte d'Ivoire en mettant des structures parallèles pour une efficacité d'action pour éviter à ce que nous-mêmes nous costonnons ce que nous évitons. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, Donatien Awesso, patron de cellules anti-drogue, finalement se retrouve au cœur d'un scandale de trafic de drogue. Je souriais ici et je suis en train de me remémorer une parole de Brigadier Zimba qui a dit que celui qui a inventé l'hygiène a été tué par comment on appelle une voiture de vidange. Ça veut dire que celui-là qui est chargé de prendre les dealers de drogue et les envoyer à la justice a été maintenant pris par la justice comme étant dealer de drogue. Et ça nous envoie sur le terrain de l'honnêteté au travail et puis la sincérité de plusieurs personnes. Nous voyons cela dans les films mexicains, les films où il y a assez de trafic de drogue. Plusieurs sont ces corps habillés qui sont de connivence avec les dealers. C'est eux-mêmes, quand il y a des fois des braquages dans des endroits, vous allez voir qu'ils passent tranquillement alors qu'on aurait pu leur barrer le chemin, sûrement qu'on leur a filé des informations. Et ça, nous pouvons le remarquer au moment où il y avait eu des opérations ici appelées entonnoirs, etc. Il y en a qui sont de connivence avec des gendarmes ou bien des policiers, et on ne prend pas leurs marchandises, je parle des carburants frelatés, et il y en a d'autres, on prend leurs carburants. Et je me demande, quand on prend les carburants, on va les brûler ou bien on fait quoi? Ceux qui prennent les carburants, est-ce qu'on montre à la population, bien on montre aux médias ce qu'on fait avec les carburants? C'est de la même manière, vous avez parlé des incinérations, que ce soit les médicaments frelatés et les contrefaits et les pro-tout. Je pense que l'idée que j'aurais à donner à certains pays, c'est d'utiliser la méthode américaine et la méthode un peu évoluée où les soldats auront sur leur casque ou bien sur leur corps des caméras. Comme aux États-Unis, même si vous allez dans des opérations, tout ce que vous êtes en train de faire sera observé et filmé à un centre de visionnage. Et on va garder tout cela. Donc, le lot que vous avez arrêté, on sait où vous l'avez déposé, on sait que personne n'a réquisitionné cela. Je pense que ça peut le faire. Ce n'est pas très grand l'argent qu'on va dépenser là-bas. Si on a pu dépenser l'argent dans Pegasus, c'est très facile aussi de pouvoir dépenser l'argent pour pouvoir suivre. Parce que quand cette drogue arrive, Adam l'a dit, c'est d'abord nocif pour les populations et il y a du blanchiment d'argent qui se passe à l'intérieur et ça nourrit actuellement le phénomène du terrorisme qui est là. Ceux qui, sans foi ni loi, détruisent nos États peuvent
s'enrichir à travers ce commerce-là et que des soldats ayant prêté serment de servir, de protéger leur pays, se livrent à ces genres de choses, ils sont nombreux. Ils nous suivent, ils sont en train de réfléchir actuellement peut-être à changer de stratégie, ou bien il faut qu'on les arrête. Et par là, si on a pu arrêter une personne qui a eu à faire des détournements en termes de drogue, je voudrais aussi que les pays puissent arrêter des gens qui aient fait des détournements en termes d'argent. Les exemples sont les gens où on a vu la route Lomé-Vaughan en foin, on n'entend rien jusqu'à maintenant. Il y a la Cannes qui est passée par là. C'est-à-dire, il faut qu'on sévisse. Quand on sévit, il y a des gens, des potentiels candidats à ce genre de choses qui vont se recroqueviller sur eux et vont rebousser chemin. Alors, parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Oui. Il a été condamné à 5 ans de prison parce qu'il a été finalement démasqué. Voilà, démasqué. Parti, juste avec un simple dealer arrêté. Finalement, on a remonté au patron derrière. Oui. Quelle analyse faites-vous exactement de cette situation? 6 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Et moi, je suis content parce qu'on a mis la main dessus et ça pourra dissuader d'autres candidats, d'autres potentiels candidats à ces genres d'activités illicites et illégales. Pour moi, c'est une très bonne idée et la Côte d'Ivoire montre un bel exemple à d'autres pays qui pourront emboîter ce pas. Et je donne l'idée là que les hommes en armes, quand ils vont aller sur le terrain, qu'ils portent des caméras et que tout soit filmé. Si tout était filmé, peut-être que c'est 2 tonnes qui auraient été saisies. Mais on a présenté 1 tonne. Où est passée la tonne là? C'est ça qu'on va dealer peut-être avec d'autres personnes. Et quand il y aura un problème dans le dispatching de l'argent, un serait énervé et vendrait la mèche. Donc pour moi, arrêter l'ex-patron de la drogue, l'ex-patron anti-drogue en Côte d'Ivoire et l'envoyer au frais pour 5 ans, je crois que c'est peu, mais c'est un bon pas. Merci beaucoup. À vous tous. Pour vos contributions, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.